Bonsoir, mardi 14 septembre, bienvenue dans le journal de TV78. Voici les titres de l'actualité locale. Attrape deux anciens opposants salis pour l'élection municipale partielle. L'ex-maire Guy Malandin annonce rejoindre Othman Nasrou pour le scrutin des 10 et 17 octobre prochains, rendu nécessaire après l'annulation des résultats de 2020 par le Conseil d'État. Le détail à suivre. Depuis ce lundi, il sillonne les Yvelines. Le bus Job Insertion a été lancé par le département. Son objectif, aider les demandeurs d'emploi dans les quartiers où le chômage est élevé. Première étape hier à Mantes-la-Ville. Et puis la plus grande reconstitution historique de l'époque de Napoléon Ier, elle s'est déroulée ce week-end au château de Versailles, là où vécut un temps l'empereur, un événement à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Un anniversaire dans ce journal, celui de la ferme du Manet qui a fêté ses 30 ans ce week-end à Montigny-le-Bretonneux, et de la musique également avec l'Éole Factory Festival qui était de retour à Mantes-la-Jolie. Mais d'abord donc ce nouveau rebondissement attrape en vue de l'élection municipale partielle. Guy Malandin s'associe à la candidature d'Othman Nasrou pour ce scrutin au programme les 10 et 17 octobre prochains. C'est une information TV78. L'ancien maire de la ville en poste pendant 19 ans, qu'avec son ex-opposant au conseil municipal entre 2014 et 2020, qui fait équipe une nouvelle fois avec Mustapha Larbaoui. Un trio donc pour faire face à Ali Rabet, dont l'élection de 2020 a été invalidée par le Conseil d'État. Guy Malandin n'indique pas en revanche pour le moment à quelle place il figurera sur cette liste d'union. Écoutez ces explications recueillies par Bichente Mérien Santisteban. Nous formons une liste républicaine, démocratique et honnête. Nous sommes trois têtes de liste, si je puis dire. Nous avons travaillé sur un programme ensemble, nous avons travaillé sur la constitution d'une liste. Dans la situation difficile et qui me touche profondément dans laquelle est Trappes, nous avons vraiment monté une liste de gens extrêmement dévoués à la cause publique et à la gestion de la ville. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Et face à Guy Malandin, Othman Nasrou et Mustapha Larbaoui, Ali Rabet est également en liste, tout comme Luc Miseret pour Trappes à gauche, Patrick Planck pour Lutte ouvrière aussi, et Robert et Ronsard Nagaretinam qui portent la liste Ensemble pour l'environnement et l'économie solidaire. Dans l'actualité de ce mardi, triple visite ministérielle à Elancourt. Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie, et les secrétaires d'État Sophie Cluzel et Olivia Grégoire étaient au site d'Airbus Defence and Space. Déplacement sur le thème des salariés aidants, une mission spéciale de la plateforme RSE pour responsabilité sociétale des entreprises. Nous reviendrons plus largement sur cette information dans notre JT de demain, mercredi. Chercher un travail au pas de sa porte, ce sera désormais possible avec le bus Job Insertion. Le département a lancé lundi ce véhicule itinérant dans les Yvelines qui s'arrêtera là où le chômage est élevé ou dans les zones isolées, et ce afin d'aider les demandeurs d'emploi. Le reportage de Bichente Mérien Santisteban. Un bus high-tech pour aider les demandeurs d'emploi et accompagner les entreprises à recruter. Le département a présenté ce lundi 13 septembre le bus Job Insertion à Mantes-la-Ville, une première commune pas choisie au hasard. Mantes-la-Ville est une ville qui est en difficulté au niveau de l'emploi, et le bus à insertion donc, est effectivement le bienvenu ici. Donc nous, on s'inscrit dans les deux, à la fois donc, une ville étendue et une ville avec la nécessité de l'insertion et de la recherche d'emploi. Le projet mené par l'agence d'insertion départementale Activity, Pôle emploi et les missions locales des Yvelines souhaite aller au-devant des demandeurs d'emploi en s'installant dans les quartiers. Aujourd'hui, dans un grand département territorialement très étendu, il y a des personnes en situation sociale difficile qui n'ont donc pas de moyens de mobilité, qui ne peuvent donc pas se rendre dans les lieux où ils sont susceptibles de trouver un emploi. 18 communes ont été choisies pour un premier tour d'un mois jusqu'au 8 octobre, avec en moyenne 3 passages par ville. C'est le principe, il faut que ça revienne régulièrement, puisque en fait le marché du travail, vous avez vu, est très dynamique en ce moment, mais malheureusement le chômage est aussi très dynamique, et donc il faut qu'on touche très très régulièrement les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA. Parmi les cibles préférentielles de l'opération, la jeunesse. C'est une nécessité, effectivement. On a parfois des entreprises qui cherchent des candidats. On a des candidats, mais qui sont à l'autre bout des Yvelines et parfois sans moyen de transport. Donc c'est vraiment essentiel de pouvoir travailler sur cette question de la mobilité. Entre espaces d'accueil, de conseil ou encore d'informatique en libre service, le coût du véhicule s'élève à hauteur de 378 000 €, financé par le département.
Économie toujours, direction Saint-Non-la-Bretèche. La ferme horticole Théard est transformée en incubateur agricole. Elle héberge aujourd'hui 8 startups de l'agritech et de la foodtech, découvertes avec Nicolas Dandry. Ça, c'est du calendula, du souci. Donc c'est une plante qui est très utilisée en cosmétique. Une plante utilisée pour la régénération de la peau, et la particularité ici, elle est cultivée sur une tour métallique, la spécialité de la start-up Tower Farm, une ferme en salle blanche pour cultiver différents types de plantes. La tour, elle est dans sa position verticale, elle tourne sur elle-même pour avoir une rotation sur 24 heures. Comme ça, chaque plante a exactement les mêmes conditions de climat et d'environnement. Ça permet d'avoir des conditions climatiques complètement contrôlées et donc de produire des plantes qui ne pourraient pas être produites dans nos régions, ou alors de produire des plantes avec une très grosse qualité. Ça va viser la création de compléments alimentaires par exemple, ou de cosmétiques. Tower Farm fait partie des startups accueillies ici à Saint-Non-la-Bretèche. Entre l'horticulture et l'incubation, il n'y a qu'un pas. Il a été franchi par la ferme horticole Théard, spécialisée dans la production d'herbes aromatiques biologiques. Aujourd'hui, elle héberge aussi 8 startups. Nous accueillons les startups pour qu'elles viennent y faire leur preuve de concept et jusqu'à leur phase première usine, première chaîne de montage. Autre start-up incubée ici, la société Bliss EcoSpray. Elle développe une technologie destinée à la pulvérisation des produits dans les vignes. C'est cette forme de rampe qui qui souffle de l'air et qui donc permet de confiner les gouttelettes qui sont pulvérisées à l'intérieur dans une zone en forme de tunnel, et également d'agiter la vigne au passage du pulvérisateur pour améliorer la répartition des produits qui sont pulvérisés dans la vigne. Ça permet une meilleure homogénéité de la pulvérisation, et ça a aussi montré qu'on arrivait à réduire drastiquement la quantité de produits qui est perdue dans l'environnement. Pour la ferme horticole Théard, l'activité d'incubation a commencé en 2017. Son ambition, devenir un véritable cluster de l'agriculture technologique. Parlons à présent de ce concours, le 4.0 Mobility Challenge, lancé par la Software République. C'est cette association de 6 grands groupes industriels pour développer une mobilité connectée et durable, dont fait partie Renault, qui est implanté notamment dans les Yvelines à Guyancourt. Ça a été lancé le 6 septembre. Start-up, entrepreneurs et instituts de recherche peuvent s'inscrire jusqu'au 13 octobre. Nicolas Dandry a rencontré le directeur opérationnel de ce programme pour Renault Group, Célia Gatsongo, pour les moyens techniques. La Software République, une initiative lancée en avril 2021 par 5 groupes industriels rejoints depuis peu par l'opérateur Orange. Pour en parler, nous sommes avec Éric Fintin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur opérationnel de la Software République pour le groupe Renault, puisque la Software République est à l'initiative du groupe Renault. Juste rappeler quel est le principe de cette association industrielle ? Le principe, il est simple. Quand le KDMO, notre PDG, a lancé le plan Renaulution, il a donné une ambition au groupe Renault de devenir une compagnie de technologie, une tech company. C'est une ambition, bien sûr, qui va loin. Et pour arriver là, l'idée, c'était qu'on ne pouvait pas le faire tout seul parce que la tech, parce que les mobilités, parce que les services, c'est finalement une question d'écosystème. Et donc, on a besoin d'assembler des compétences de plusieurs acteurs. Et c'est comme ça que finalement on a réuni Atos, Dassault Systèmes, Orange, ST Microélectronique et Thales, qui finalement ont des activités très complémentaires dans le monde de la mobilité pour créer ces softwares et les outils de la mobilité de demain. Voilà, donc c'est une initiative très concrète, et depuis le mois d'avril, les équipes des 6 entreprises sont au travail ensemble pour générer des projets. Alors, les équipes travaillent déjà, et là, on franchit une nouvelle étape, puisque le 6 septembre, vous avez lancé le 4.0 Mobility Challenge. Les inscriptions ont commencé le 6 septembre et vont jusqu'au 13 octobre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce challenge ? Oui, on est parti du constat que nous, on avait plein de compétences dans les 6 groupes que je viens de citer. Néanmoins, on a aussi besoin de s'alimenter de l'esprit entrepreneurial, des idées, des initiatives de plus petites structures, tous les entrepreneurs, les startups, etc. Et donc, pour se nourrir de ça et les faire collaborer, on s'est dit que notre meilleur atout, c'était de partager des données
que les différents groupes ont sur différents vecteurs de la mobilité pour finalement permettre de développer des nouveaux services. Et donc c'est ce qu'on propose. Donc depuis effectivement quelques jours, il y a déjà un grand nombre de candidatures qui sont arrivées. On a des startups ou des étudiants ou éventuellement des collaborateurs aussi des grands groupes qui peuvent proposer des projets sur la base de données qu'on leur fournit. Ça dure jusqu'au 13 octobre. À partir de là, nous, on va faire une première sélection des 10 projets qui nous semblent les plus prometteurs en termes de transformation de la mobilité et d'opportunités de business, puisqu'on est là quand même pour créer de la valeur. Et à partir de là, ensuite, pendant tout le mois de novembre, ces startups ou ces entrepreneurs seront accompagnés par les experts des différents groupes, ce qui est quand même extrêmement précieux pour eux, afin de prototyper et d'arriver avec une proposition concrète mi-décembre. Et là, on aura le grand jury avec un certain nombre de dirigeants de nos groupes pour choisir les grands gagnants qui, eux, ensuite bénéficieront d'une incubation dans la Software République, qui bénéficieront d'une exposition en matière de communication dans des grands salons tech. Voilà, donc et puis surtout, on l'espère, de business avec les grands groupes. Donc finalement, ce challenge, moi j'appelle ça, c'est 6 pour le prix d'un. Vous participez à un challenge et derrière, en fait, vous avez accès à 6 leaders européens de la mobilité. Alors voilà pour le calendrier. Qu'est-ce qu'on attend dans le fond ? Qu'est-ce qu'ils attendent les 6 groupes dans le fond ? Quel type de projet on pourrait voir émerger ? Alors la mobilité, c'est très large. On peut être dans la voiture, on peut être en dehors de la voiture. Je pense que on peut donner des exemples très concrets dans le quotidien. On pense par exemple à la question du parking. On sait qu'en ville, le temps que mettent les gens à se garer peut être une source de perte de temps pour eux, de CO2 émis, de congestion. Vraisemblablement, à partir des données, on doit pouvoir optimiser ces parcours pour les clients. De la même manière, on peut imaginez que si on agrège des données qui viennent de plein de secteurs différents, puisque entre Orange, Thales, Renault, finalement on couvre plein d'opérations différentes de mobilité dans la ville, eh bien on va être capable de mieux planifier, de mieux intégrer les différents modes de transport et d'avoir une planification plus intelligente et plus efficace, puisqu'on sait que les villes, elles cherchent beaucoup d'efficacité dans la mobilité, tant en termes d'émissions qu'en termes de temps passé par leurs usagers. Vous parlez d'incubation, l'idée c'est de laisser quand même une certaine marge à ces entrepreneurs, parce que la peur de certains entrepreneurs dans ce type d'initiative, c'est d'être absorbés et de perdre, disons, leur bébé. Bien sûr. C'est une peur qu'on veut absolument éviter, puisque nous, si on vient travailler avec eux, c'est justement pour conserver cet esprit d'initiative, tout en leur faisant bénéficier des capacités qui existent dans nos grands groupes, que ce soit en termes de données, on vient de le dire, mais aussi de moyens d'essai, de moyens de prototypage et d'expertise. Donc on va, à travers cette initiative, et ça sera, je pense, vraiment dans l'ADN de Software République, prendre le meilleur des deux mondes entre les grands groupes et les entrepreneurs. Une dernière question, pour relocaliser, disons, le sujet. On sait qu'il y a énormément de potentiel sur un territoire en particulier, c'est Paris-Saclay, le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines aussi, où vous êtes présent via le Technocentre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de ces territoires ? Comment est-ce que vous avez déjà identifié des potentiels sur ces territoires-là ? Alors, bien évidemment, d'abord, on est extrêmement large dans nos ciblages de territoires, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout uniquement sur les grands centres urbains. On est sur des territoires, on va dire, comme le plateau de Saclay, en périphérie de grandes villes, voire dans des zones très rurales où les problèmes de mobilité sont aussi très prégnants. Donc là-dessus, on a une large diversité. Et puis effectivement, quand je parlais des ressources des acteurs de la Software République, bien évidemment, tous les assets de Renault au Technocentre vont être largement utilisés par les startups. Merci Eric Fintin. Merci à vous. Directeur opérationnel de la Software République pour le groupe Renault. Et pour avoir plus d'informations, peut-être pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran.
Un nouvel équipement pour Saint-Cyr-l'École. Après plus de 2 ans de travaux, le pôle sportif Pierre Mazot a été inauguré dans la ville. Samedi, en présence des élus et du principal intéressé, Pierre Mazot, ancien homme politique qui a été notamment à la tête du Conseil constitutionnel et surtout alpiniste de renom, le premier Français à avoir gravi l'Everest en 1978. Le pôle sportif est situé dans le nouveau quartier Charles-Renard et contient plusieurs espaces, notamment une salle multisport de 400 places, un mur d'escalade, une salle de gymnastique ou encore un pôle dédié aux arts martiaux et aux sports de combat. Les propos recueillis par Mélanie Poquet. La ville de Saint-Cyr-l'École a une particularité. Nous accueillons un lycée militaire qui compte des infrastructures et nous sommes bien classés en termes d'équipement parce qu'il y a ces infrastructures d'un lycée militaire sur lequel la population n'a pas accès. Donc il nous manquait un pôle sportif pour pouvoir accueillir à la fois nos nouveaux habitants, mais aussi toutes ces associations qui font un tissu très riche sur la ville et qui avaient besoin de pouvoir se développer. Ce week-end, la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux a célébré ses 30 ans d'existence au programme de ses 3 jours d'animation escape game, concerts, conférences ou encore balades en poney. Cœur historique de la ville, cet ancien manoir du XIIIe siècle entend bien divertir petits et grands après une année compliquée. Céline Charles et Mickaël Elmidoro. 30 ans d'histoire, ça se fête. D'abord achetée par la commune de Montigny-le-Bretonneux en 1984 dans un état de ruine, la ferme du Manet a ensuite été réhabilitée pendant plusieurs années avant d'arriver à sa forme actuelle. En 91, on a eu le plaisir de l'inaugurer avec Jacques Chirac, qui était maire de Paris à l'époque et qui a eu la gentillesse d'accepter de venir. Durant les 30 dernières années, la ferme est devenue le cœur de Montigny-le-Bretonneux puisqu'elle sait se faire multifonction. Auditorium, espace de réunion, grand espace de verdure. Elle accueille conventions, expositions, soirées ou encore team building. C'est l'élément patrimonial de la ville et c'est un élément patrimonial qui vit puisqu'il accueille toute la semaine les entreprises et le week-end les familles et il accueille aussi les associations, toute la vie associative. Durant ces 3 jours de festivités, les habitants sont donc venus célébrer ce lieu de patrimoine qui fait partie de leur histoire, de quoi rappeler quelques souvenirs. Il y a 30 ans, mon fils, qui avait 11 ans, donc l'âge de mon petit-fils, m'a dit « Maman, il y a monsieur Jacques Chirac qui vient inaugurer la ferme du Manet. Je veux y aller !» On voit aussi à quel point la ferme du Manet, à l'instant j'en parlais avec une dame qui me dit moi mon mariage c'était ici. Et en fait chaque Igny-Montain a un souvenir accroché à cet espace-là. Et l'occasion de pouvoir transmettre ses souvenirs aux plus jeunes. C'est un lieu historique, il y a les jeux et il y a un centre équestre. Puis il y a les concerts, il y a, plus trop avec le Covid, mais effectivement il y avait des spectacles, on venait au spectacle, on venait faire les concerts une fois par an de l'école de musique du Manet. Tous ensemble, on a réussi à faire que ce site reste le cœur, qu'il avait été de façon historique et bien qu'il reste le cœur aujourd'hui de Montigny-le-Bretonneux. En espérant que petits et grands puissent profiter de ce lieu particulier pendant de nombreuses années encore. Encore 30 ans de bonheur. De son côté, le château de Versailles accueillait ce week-end la plus grande reconstitution historique d'époque. Des centaines de passionnés en costume d'époque, justement, pour faire revivre l'époque de Napoléon. Il y a beaucoup d'époques dans mon lancement en ce bicentenaire du décès de l'empereur. Mélanie Poquet pour le reportage. Garde à vous. Portez vos armes. C'est l'heure de la relève devant la tente du prince, avant une réunion de l'état-major dirigée par Joachim Murat. Bienvenue sous l'ère napoléonienne, celle de la grande armée de l'empereur. J'ai fait partir par un aide de camp ce matin des invitations pour certains généraux afin de les avoir à ma table pour envisager avec eux le programme de cet après-midi, leurs interventions. Reconstitution d'instants militaires mais aussi de vie de tous les jours, allées des métiers anciens et démonstration de danse d'époque, de quoi ravir les spectateurs. Nous sommes ici dans le bivouac de l'état-major, mais vous avez également un bivouac des officiers de cavalerie, un bivouac de l'infanterie. Vous avez des artilleurs et ils tirent au canon, à blanc bien sûr. Vous avez des chevaux et on fait de la reconstitution de grandes manœuvres équestres, bien sûr des revues de troupes. Le petit est passionné de toutes les batailles napoléoniennes. Notre objectif c'est d'aller à Waterloo dans quelques années pour justement voir des vraies batailles. On voit l'époque des gens du peuple, des artisans, des soldats du terrain, comment ils vivaient les batailles, le camp, la vie du quotidien. 400 reconstitueurs venus de France et de Belgique avaient fait le déplacement, des passionnés partageant leurs connaissances. Toutes les tentes là que vous voyez, qui sont donc blanches et oranges, ce sont les tentes d'état-major du prince Murat.
Et puis plus de 20 concerts sur 3 scènes. La 3e édition de l'Eole Factory Festival se déroulait du 10 au 12 septembre sur l'île Aumône à Mantes-la-Jolie. Michael Elmidro et Célia Gatsongo, ils sont allés faire un tour pour nous. Je me laisse là. Laisse là. C'est dans une ambiance conviviale que s'est tenu ce week-end l'Eole Factory Festival. Durant 3 jours sur l'île Aumône à Mantes-la-Jolie, une vingtaine de concerts se sont succédés sur 3 scènes différentes. Cet après-midi-là, Debout sur le zinc a fait danser le public pendant 1 heure. C'est la première fois depuis 2 ans qu'on va jouer nos chansons devant un public qu'on ne connaît pas. Et on ne connaissait pas du tout ce festival et on est très heureux de le découvrir. Le cadre est magnifique, les gens sont hyper sympas et en plus il fait beau pour ne rien gâcher à la fête. Saxophone et clarinette font partie de la fête puisque ce festival de musique veut mettre en valeur les instruments à vent, diversifié et original, 2 mots pour qualifier la programmation de cette année. Il va de la musique classique en passant par le jazz, la world music. Il y a même des spectacles enfants comme ce qu'il y a actuellement derrière moi. Donc il y en a vraiment pour tous les coups, on essaye d'attirer le public le plus large possible. Sur 17 concerts, 11 étaient gratuits. Les spectateurs non masqués, mais avec le pass sanitaire, ont profité de la musique. C'est merveilleux, il fait beau, c'est très bien organisé, on attend, on patiente. C'est calme, c'est familial en plus, tout le monde a un très grand sourire, content de ne pas porter de masque, c'est coloré. C'est bien. Et il y a vraiment un choix de scène, par contre, ça c'est super chouette. Sur 3 jours de festival, environ 3000 visiteurs étaient présents. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous ce soir avec le 7-8 Culture qui fait sa rentrée. Et c'est avec Célia Gatsongo à partir de 18h30. Belle soirée sur TV78.